Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette matinée consacrée à l'installation et à la transmission, une journée pour en parler. Moi je suis Cyril Pitois, je suis journaliste et responsable de la rédaction d'Aki.fr, un site d'information régionale gratuit qui couvre les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Ça c'était pour la page de pub. Voilà, donc le titre de cette matinée, et même de cette journée consacrée à l'installation et à la transmission, et c'est fait pour justement informer, promouvoir et aussi faire de la pédagogie autour de l'installation agricole. L'installation et transmission sont les clés de l'accès des jeunes générations aux exploitations agricoles quand leurs aînés songent à prendre du repos. Alors vous l'aurez compris, si dans la salle vous avez dans un coin de votre tête un projet d'installation, vous êtes au bon endroit. Et si vous avez quelques questions, voire quelques angoisses, voire quelques doutes, vous êtes aussi au bon endroit pour pouvoir lever toutes ces questions et en tout cas trouver des débuts de réponse et peut-être, qui sait, engager un début de parcours d'installation. Alors nous allons prendre le temps d'écouter ensemble un certain nombre de témoignages ce matin qui vont, nous l'espérons, ouvrir vos perspectives. Mais pour commencer, nous allons écouter... Hop. C'est comme ça quand on a trop préparé, on a trop de feuilles. Nous allons écouter Julien Rouget. Julien Rouget qui est, bon, je ne sais pas s'il faut le présenter, il est quand même un petit peu connu dans le monde des jeunes agriculteurs, qui va nous parler justement de l'état des lieux de cette transmission, de ces installations et de tous les enjeux que ça représente, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a quand même une crise démographique dans la profession agricole. Merci, donc bonjour à tous. Donc Julien Rouget, oui, président de la commission installation-transmission à la Chambre régionale, et je suis agriculteur en Charente-Maritime, éleveur bovin-viande et viticulteur. Et je fais installé depuis une dizaine d'années ? Installé depuis 10 ans, exactement. Et quel est le plus mauvais souvenir de cette période d'installation ? Le plus mauvais, et il faudrait que je cherche longtemps pour le trouver. Non, c'était des phases de brainstorming assez intenses où c'est clair que c'était pas forcément que du bonheur. Des fois, il y avait vraiment des phases un peu plus compliquées, mais globalement j'en garde quand même un très très bon souvenir parce que on est dans une phase de construction, de réflexion qu'on a justement attendu depuis longtemps. Donc quand on est dedans, c'est quand même une certaine euphorie. Donc plutôt que des bons souvenirs au global quand j'y repense. Oui. Merci pour ce premier témoignage. Alors, donc contexte Nouvelle-Aquitaine, voilà. Donc 12 chambres d'agriculture, un réseau assez grand donc pour la Nouvelle-Aquitaine. Globalement, sur les cessations d'activité, on est sur 3000 départs en moyenne depuis 10 ans. Donc vraiment beaucoup de cessations. On est sur une crise démographique, effectivement, Nouvelle-Aquitaine, mais sur la France entière globalement. Donc avec un nombre de cessations d'activité qui va augmenter. On était sur 3000, mais on peut attendre en avoir encore un peu plus dans les années qui viennent. Et c'est à mettre en parallèle avec finalement les porteurs de projets, les porteurs d'idées, qu'on accueille au point accueil installation justement. Et là, on est sur environ 3650 accueils de porteurs de projets. Donc 3000 pour 3650, on pourrait se dire ça passe. Sauf que, en fait, quand on accueille ces porteurs de projets, ces porteurs d'idées, c'est finalement un profil de personnes qui peut être prêt à s'installer, mais qui peut simplement venir chercher une information, simplement s'intéresser à l'agriculture. Peut-être qu'il deviendra salarié par la suite, ou peut-être même que finalement son parcours s'arrêtera là, ou peut-être qu'il partira faire une information. Donc quand on dit ça, on se rend bien compte que déjà, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans ceux qui vont arrêter ou qui sont juste venus prendre l'information. Et effectivement, ça se concrétise dans les installations au global, puisqu'on n'en a plus que 2350. Donc là, on voit déjà qu'on n'est plus sur les 3000. Et en installation aidée parcours DJA, on approche les 800 sur 2022 avec une belle augmentation par rapport à 2021 et aux autres années. Dotation jeune agriculteur, vous avez raison. La dotation jeune agriculteur, donc qui représente quand même une part assez importante en augmentation. Mais on le voit quand même que le global en installation couvre pas la cessation d'activité. Donc on a un gros besoin finalement d'attirer beaucoup plus de porteurs de projets qu'aujourd'hui dans nos points accueil installation, beaucoup plus de besoin de les accompagner dans la construction, dans l'émergence de leurs projets et dans leur parcours de formation, de montée en compétences. Et on a aussi besoin d'accompagner tous ces cédants qui vont partir à la retraite ou qui partent à la retraite
Et pour donc, qui cette étape de CD, c'est aussi une étape très importante, presque aussi importante que aussi l'installation. importante que celle des porteurs de projets de s'installer. C'est le changement d'une vie, le deuxième changement peut-être d'une vie justement, le passage à la retraite, l'arrêt de l'activité. Et en plus, quand on dit arrêt d'activité, c'est pas forcément non plus blanc ou noir. Donc il y a cet accompagnement à réaliser. Et peut-être ce qui est vraiment mis en valeur et ce qu'on met en valeur nous en Nouvelle-Aquitaine, c'est justement l'accompagnement humain sur lequel on forme nos collaborateurs des 12 chambres d'agriculture et qui fait aussi référence pour les autres chambres régionales partout en France et sur lequel on veut continuer à travailler parce que, comme on le disait, c'est une étape très importante pour le cédant, c'est une étape très importante pour le porteur de projet et on a besoin de faire matcher les deux. Et on a besoin d'avoir un vrai accompagnement humain, un vrai suivi. Et il faut aussi être capable d'accompagner le cédant dans la durée, pas simplement dans les 15 jours qui précèdent finalement l'arrêt de l'activité, parce que c'est un gros changement. Le porteur de projet arrive avec ses idées, ses volontés. L'exploitation va perdurer, oui, ses moyens de production, mais peut-être que finalement l'exploitation sera restructurée, peut-être que certains modes de commercialisation vont évoluer, et tout ça, c'est important de pouvoir le prendre en compte et de pouvoir accompagner, notamment humainement, les cédants. Et il y a notamment quelque chose finalement de très important, c'est que dans la concertation qui a eu lieu, tout le monde en a entendu parler, sur le pacte et la loi d'orientation et d'avenir agricole, le travail qu'on a réalisé nous en Nouvelle-Aquitaine conforte finalement ce qu'on a pu faire ces dernières années sur cette question de l'installation, de la transmission, a remis le point accueil, installation, transmission au cœur finalement des outils comme un guichet unique pour les porteurs de projets, pour les cédants, et a remis vraiment ce rôle centralisateur et puis a mis en exergue certains points, notamment, je le disais, l'accompagnement des cédants, finalement avoir un vrai outil, un vrai plan d'entreprise pour le porteur de projet qui amène plus de résilience et plus de résilience pour l'avenir aussi, et notamment en termes environnementaux, puisqu'on a beaucoup d'évolutions du climat qui arrivent et qui sont à prendre en compte, et on doit être capable d'être meilleur en gestion des risques, même si on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Sur ce thème de l'installation et de la transmission, vous avez un mandat national, je crois, au sein des jeunes agriculteurs. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine a une situation particulière? Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques sur notre territoire? Oui, justement, ce point accueil, installation, transmission est une particularité de la Nouvelle-Aquitaine, puisque la labellisation point accueil, installation est vraie sur l'ensemble du territoire, mais le PAIT n'est vrai que pour 2 régions, dont on fait partie. Donc on peut se féliciter parce que la situation est plus grave et qu'il faut mettre plus de moyens. Peut-être parce qu'on a eu cette prise en compte de la partie transmission plus tôt et qu'on a souhaité le lier plus tôt aussi à l'installation. Cette prise en compte a lieu maintenant dans les autres régions et de manière nationale, donc on peut, sans préjuger de ce qu'annoncera le ministre ou les services de l'État dans les semaines qui viennent, mais on peut fortement préjuger que ce PAIT que nous, on a déjà depuis un moment en Nouvelle-Aquitaine, prévaudra sur l'ensemble du territoire, notamment. L'outil peut se généraliser. Il a fait ses preuves. Merci beaucoup. Merci. On a fait le tour. Je crois que vous avez d'autres rendez-vous derrière, donc on va pas vous retenir trop longtemps, à moins qu'il y ait une question très précise à Julien Rouget. Mais sinon, il y a des relais auprès des JA et de la Chambre d'agriculture. Merci beaucoup, Julien, et bonne journée. Nous allons maintenant passer la parole à Virginie Lebros, conseillère régionale, en charge de l'agriculture biologique, en charge de l'installation, de la transmission et du foncier agricole, si j'ai bien résumé tous les mandats qui vous sont confiés. C'est ça, oui. Donc, je crois que vous êtes dans la politique de la région au cœur des préoccupations de cette matinée. Du coup, la compétence est nouvelle pour la région. Comment est-ce que ça se dessine en termes politiques ? Alors la compétence installation, transmission est nouvelle pour la région dans le cadre de la compétence DJA qui est maintenant DNJA en fait, puisque c'est nous qui avons la charge de gérer cette dotation-là. Après, je pense que nous, on a construit la DNJA en partenariat avec toutes les structures et on l'a construite aussi à travers nos priorités politiques régionales
qui sont, alors on a parlé de l'installation, du renouvellement générationnel, on peut parler aussi de la transition agroécologique, et la Nouvelle-Aquitaine a une feuille de route depuis un certain temps qui va être visitée, qui est la feuille de route Néoterra. Donc on construit aussi notre nouvelle politique de DNJA à partir des objectifs Néoterra. Voilà. Ça veut dire, je vais caricaturer, oui. Mais vous allez m'interrompre. Mais est-ce que ça veut dire que ça va devenir plus facile de s'installer en bio, par exemple, que de s'installer en conventionnel? Non, est-ce que c'est ça qu'il faut entendre? C'est pas une question de facilité, c'est pas ce qu'il faut entendre. Ça veut dire qu'on va avoir une bonification bio, par exemple, mais ça veut pas dire que c'est plus facile et que on n'est pas la politique de la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas une politique dogmatique non plus. Donc, vous avez dit que j'allais caricaturer. On veut amener les gens vers une transition agroécologique en les amenant positivement vers cette transition, pas en excluant en fait. Voilà. Donc du coup, pour soutenir ça, oui, on a une bonification sur la DNJA, une bonification agriculture biologique, mais ça n'exclut pas les autres en fait. Il y a un socle commun avec qui est éco-conditionné. Comme toutes nos aides, éco-régime niveau 2, HVE, bio, enfin il y a plusieurs éco-conditions. Et après il y a une bonification agriculture biologique. Nous, on vise à peu près, on a tablé pour notre DNJA, pour la construction de la DNJA, environ 1000 installations. On est à 1000 installations aidées, on est à 800 à l'heure actuelle. C'est par an, ça? Par an, ouais. Par an. Et il faut savoir que, alors vous parliez juste pour info, il y a 30% des nouveaux installés qui s'installent en agriculture biologique. Donc il faut aussi le prendre en compte. Bien sûr. Voilà. C'est pas neutre. Et alors au-delà de ça, on sait aussi que les installés, on a beaucoup d'installés maintenant qui sont non issus du milieu agricole. Donc il faut aussi leur proposer des structures, des formations en parallèle, puisque la région a aussi une compétence formation. En parallèle d'un pack, en fait, nous on parle d'un pack installation en fait. Il y a la DNJA, mais on a d'autres structures, enfin d'autres aides à côté, d'autres dispositifs à côté pour accompagner l'installation. Et on ouvre aussi le volet outils de production, en gros, aux nouveaux agriculteurs qui vont, avant la DNJA, avaient une condition être âgés de moins de 40 ans. Et ce volet-là est ouvert aux plus de 40 ans, en fait, puisque, effectivement, on a aussi de la reconversion professionnelle, des gens qui s'installent qui ont plus de 40 ans et qui ont besoin de cette aide-là. Et on a... Alors, pour compléter, je vais vous couper à chaque fois. Non. Donc, pour compléter cette DNJA, donc je parlais de la formation. On a une offre formation. On a aussi, comme vous avez dit que j'étais déléguée au foncier, l'installation, c'est aussi très lié au foncier. Et on a une grosse problématique foncier sur notre région qui peut bloquer certaines installations. Donc, nous, on a aussi un partenariat avec la SAFER qui est présente, avec Terre de Liens, pour du portage foncier, du stockage, pour différer, en fait, si je peux résumer, c'est ça, pour différer, je parle sous contrôle de la SAFER qui est présente dans la salle quand même, pour différer en fait l'achat et pour permettre aux installés de différer dans le temps cet achat, quoi, cet investissement qui peut être un frein à l'installation. Est-ce que ça veut dire que la problématique est suffisamment d'actualité pour que vous ayez monté une politique qui consiste à aller chercher les candidats où qu'ils en soient par rapport à la profession agricole, par rapport à une formation, par rapport à des besoins de foncier, par rapport à des besoins financiers peut-être, enfin, quel que soit le niveau auquel ils en sont. Alors, je crois qu'il faut... tout le monde doit être d'accord avec ça. On doit ouvrir le milieu agricole vers des non issus du milieu agricole, des nouveaux profils en fait. Et oui, on a cette DNJA, oui, on a le portage avec la SAFER et Terre de Liens, on a également le soutien aux espaces tests.
sur la région Nouvelle-Aquitaine, où des personnes qui sont en reconversion professionnelle peuvent se tester et monter leur projet pendant 2 ans ou 3 ans du contrat CAP, monter leur projet d'installation pour s'installer après. Pour le valider en quelque sorte. Pour le valider, pour voir si leur projet, si leur projet tient la route en fait, et puis pour valider leur choix professionnel. Donc on a tous ces dispositifs-là. Récemment, on a aussi mis en place, enfin c'est parallèle, on va travailler sur le logement aussi des agriculteurs, parce que l'installation, il y a plusieurs problématiques. Il y a le foncier, il y a aussi le logement. Et là, on va travailler sur le logement. Là, on a pris une délib sur le logement des saisonniers pour permettre aux saisonniers d'être logés dans des structures collectives plus facilement. Au niveau d'un territoire ou au niveau du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction et pour nous avoir démontré que les candidats disposent d'un catalogue de projets, d'un catalogue d'accompagnement, d'une politique structurée. C'est un peu ça le message que l'on retient, c'est qu'il y a une foule de dispositifs et que ça mérite de les éplucher pour voir dans lesquels on rentre, auxquels on peut prétendre. Oui, et puis on a une politique territoriale aussi d'attractivité du territoire, puisque pour s'installer, il faut avoir envie de s'installer dans un territoire. Donc il y a toutes les autres politiques de la région qui comptent aussi. On voit d'ailleurs dans les parcours qui ont été décrits sur le site acquis.fr ces derniers jours, puisqu'on a publié 12 portraits, c'est encore une page de publicité, on a publié 12 portraits de jeunes installés, et on voit que plusieurs ont eu, en termes justement de choix du territoire, de localisation, des souhaits, des déconvenus, des relocalisations avant de trouver le bon endroit, le bon département, mais parfois sur des rayons kilométriques assez étendus, d'une région à l'autre. Enfin, ça peut être j'ai des assez perturbant. En tête de gens qui ont essayé de s'installer d'abord dans les PA, qui sont arrivés en Charente. Enfin voilà, donc il y a plusieurs. Oui, quand c'est pas en Occitanie ou. On va rester en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci de votre accueil. Belle journée pour l'échange à vous. Surtout pour les porteurs de projets. N'hésitez pas à vous approcher. On va changer d'intervenant le temps que Delphine et Maude, Constance, j'avais une chance sur 2, nous rejoignent. Je vais demander à Christine de nous diffuser une vidéo. C'est justement le témoignage de Delphine et de Fabien. C'est dur les prénoms. C'est justement le témoignage de Delphine et de Fabien qui sont installés depuis peu. Je leur laisse la parole et si on a le son. J'ai 32 ans, je suis originaire du nord de la France, entre Paris et Lille. Donc Fabien Prunet, du coup 32 ans aussi, bientôt 33. On s'est rencontrés tous les deux donc, à l'école d'agriculture de Turpan à Toulouse. On a travaillé, donc moi pour ma part aussi dans le Cantal, je suis originaire du Cantal, à côté d'Orient. Et donc on a travaillé depuis une dizaine d'années qu'on est sorti de l'école, en conseiller bancaire pour les agriculteurs en difficulté. On travaille en chambre d'agriculture, vous étiez conseillère formation. Et on recherchait depuis déjà quelques années une exploitation agricole à reprendre. Et c'est ce qui nous fait arriver ici, donc en Dordogne, tout à fait de la limite de la Charente et de la Charente-Maritime. L'opportunité de l'exploitation, donc qui collait sur de nombreux points à notre projet, à la fois en termes de surface disponible pour pouvoir s'installer tous les deux, de production, donc on fait des vaches allaitantes et des brebis allaitantes, et puis de pouvoir habiter sur place, donc avec une maison d'habitation qui offre un potentiel de rénovation pour pouvoir développer plus tard des chambres d'hôtes et une partie gîte accueil à la fin. Le GP initial sur la structure, il y avait plus de 70 vaches allaitantes ici, des limousines. Et par contre, du coup, dans l'accord qu'on avait trouvé avec les cédants, c'était qu'ils diminuent ce cheptel de limousines pour que du coup, nous, ça nous fasse quand même le moins gros capital, on va dire, à reprendre déjà. Et après, il y avait aussi le choix pour notre part.
Que nous, on puisse avoir de quoi nourrir toutes les brebis dès qu'on arrive pour avoir du stock suffisant pour nourrir les brebis. Mais dès qu'on est arrivé, on avait nos 350 brebis et un peu plus d'une quarantaine de vaches. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on veut essayer de maintenir à l'avenir. Vous prévoyez peut-être une augmentation des brebis autour de 400 brebis. Et les vaches, par contre, de rester entre 40 et 45 vélages tous les ans. C'est à peu près ce qui est prévu. Après, du coup, il y a l'objectif pour notre part, c'est de diminuer les limousines au fur et à mesure pour monter un troupeau d'Angus et développer de la vente directe. Et c'est aussi un choix de race qu'on a fait par des qualités, pour ses qualités d'élevage, donc des animaux pas forcément très gros gabarit, hein, on le voit, hein, c'est plus petit qu'une limousine ou qu'une blonde. Et le but c'était aussi de se démarquer un petit peu pour la vente directe en proposant de la viande d'Angus qui a plutôt une connotation qualitative aujourd'hui, et puis de ne pas faire concurrence à des gens qui feraient déjà de la vente directe sur des limousines dans le coin. Voilà. C'était un moyen de se démarquer un petit peu, quoi. Alors, sans être acharné du bio, mais on est quand même assez convaincu dans la philosophie du bio, où à l'inverse on ne se verrait pas faire du conventionnel entre guillemets orienté intensif, même si derrière conventionnel il y a de tout comme système, mais on n'a que de l'herbe sur la surface, ça restera tout en herbe, on ne souhaite pas faire de céréales. Donc l'objectif c'est que ces animaux-là profitent de l'herbe de dehors, qui est la plus adaptée en termes d'alimentation. On ne fera jamais mieux que l'herbe qu'elle trouve naturellement dehors. Nous, c'est notre clientèle qui nous demande ça. On fait de l'agneau dit de bergerie, donc les agneaux restent dedans. Par contre, tous les jours, on sort les brebis. Il y a quand même, on les voit là-bas, des agneaux qu'on a sortis. Donc il y avait de l'herbe dehors, on n'a pas pu s'empêcher d'en sortir. Donc ceux-là, c'est des agneaux en particulier, qu'on va appeler des agneaux, des femelles, qu'on va garder par la suite pour faire nos futures mères reproductrices. Donc on aime bien les mettre dehors parce qu'on les voit là, ils sont contents d'être dehors et ils profitent de l'herbe, ils s'habituent aux clôtures aussi. Dès tout petits, ils commencent à s'habituer au fait d'avoir des clôtures pour partie électrique, etc. Donc ça c'est un point qui est important. Cela, c'est les animaux qu'on va garder dedans. L'objectif c'est de faire sortir les brebis l'après-midi pour qu'elles aillent manger de l'herbe, et tous les jours on les re-rentre pour faire sortir les agneaux. Donc cela, les plus vieux commencent à avoir 1 mois et demi maintenant. Mais c'est le but, c'est cela pour la vente directe en grande partie, ça c'est la bergerie. Le but, nous, c'est de faire annuler les brebis à l'intérieur, dans le bâtiment, pour des raisons assez simples. C'est en termes de surveillance, c'est plus simple à gérer quand elles sont dedans, et ça limite le risque d'avoir des attaques, notamment les agneaux quand ils sont petits, des attaques sur des renards ou même des blaireaux qui pourraient nous attraper des agneaux. Donc le fait d'avoir cette bergerie ici, on peut facilement gérer les lots en rentrée, en sortie, pour pouvoir faire annuler tout dedans. Et les vaches, alors là c'est encore plus simple, c'est que de l'herbe. Voilà, on est dans notre première mise à l'herbe cette année, donc on essaie de s'ajuster un petit peu, notamment parce que ça nécessite quand même des investissements qui sont lourds, donc on ne peut pas tout faire d'un coup, hein. Donc cette année on bidouille un petit peu, mais pour les années futures l'objectif c'est d'arriver à préparer un parcellaire avec des points d'eau, des clôtures pour pouvoir faire du pâturage tournant. Pâturage tournant, ça signifie que tous les 3-4 jours en fait on échange de paddock pour optimiser la quantité de l'herbe, surtout pour que les vaches mangent l'herbe au bon stade. Et l'hiver effectivement, donc on est pour les vaches que du foin, et les brebis du foin. Celles qui ont des agneaux on les complète un petit peu, et celles qui n'ont pas d'agneaux elles ont que du foin tout l'hiver. Ouais. Voilà, donc si vous voulez retrouver l'intégralité de la bande son, parce qu'on a eu quelques problèmes au départ, la vidéo est possible elle est visible sur acquis.fr. Donc je suis très heureux d'accueillir 2 femmes d'abord. C'est une signe des temps pour témoigner de ces parcours d'installation. Et je voulais dire aussi qu'il y a dans la salle un certain nombre de représentants des différentes institutions qui ont préparé cette journée avec nous, dont vous voyez la liste par exemple sur cette slide, et que j'invite à intervenir pour compléter, amender, illustrer ce qui pourrait être dit sur le plateau. On vous fera parvenir ou contredire même. Vous pourrez vous exprimer bien sûr tout au long de cette rencontre, qui est conçue aussi comme un temps d'échange. Autrement dit, si vous avez tout à l'heure des questions dans la salle, vous n'hésiterez pas à les poser bien sûr, vous pouvez même commencer à les préparer. Je vous présente Constance Dumont, 27 ans, viticultrice en Gironde, et Delphine Prunet, 32 ans, éleveuse en Dordogne, avec son mari ou son compagnon, son mari, Fabien.
que nous venons de découvrir à l'écran. Bon, on a déjà vu que les agneaux avaient l'air heureux, hein, ils s'expriment très bien. Les portraits de ces dames et donc comme des représentants des 10 autres départements sont donc en ligne sur acquis.fr. Ce que je voulais vous entendre, mesdames, commencer par évoquer, peut-être, c'est votre parcours depuis la formation et ce moment où vous avez commencé à penser, à imaginer qu'un jour vous installeriez quelque part comme agriculteur ou agricultrice. Alors bonjour à tous. Pour ma part, donc comme vous avez pas dû l'entendre au départ, mais je suis originaire de Picardie. J'ai mes parents qui étaient agriculteurs en Picardie, hein, pour le coup. Donc le milieu agricole, je le côtoyais au quotidien. Au départ, je ne savais pas que je souhaitais devenir agricultrice. Je me cherchais. Clairement, c'était ça. C'était quoi votre sentiment quand vous aviez 14-15 ans par rapport à l'agriculture? C'était jamais ça ou au contraire déjà pourquoi pas? Pourquoi pas, mais en même temps pas. Plein d'autres choses aussi. Voilà. J'avais des parents qui étaient assez ouverts là-dessus et qui me poussaient à aller voir autre chose, à aller voir ailleurs. Et si je souhaitais revenir, eh ben je reviendrai plus tard. Il y avait largement le temps pour y revenir plus tard. Voilà. Après le bac, je me suis orientée en fait vers Toulouse, vers l'école d'ingénieurs de Purpan, en agriculture, où j'ai du coup développé toutes, on va dire, les compétences techniques et entrepreneuriales dans le milieu agricole pendant 5 années, à la suite desquelles je suis allée dans le Cantal avec mon mari. Où mon mari, sachant, voilà, pour partager également son expérience que vous avez pu rencontrer là dans la vidéo, il a également fait ses études à Purpan. Donc je l'ai rencontré dans ce cadre-là, et lui, il est originaire du Cantal, donc on est parti dans le Cantal finalement. Pour créer une ferme. Alors au départ, non. Au départ, c'était d'aller travailler faire ses armes. L'objectif, c'était vraiment de faire ses armes et aller dans le para-agricole. Donc, pour ma part, je suis allée travailler en chambre d'agriculture. J'ai été salariée pendant une dizaine d'années en chambre d'agriculture en tant que conseillère formation. Mon mari, quant à lui, a travaillé au Crédit Agricole. Il est passé par conseiller bancaire spécialisé pour les agriculteurs à spécialisé pour les agriculteurs en difficulté. Histoire de se mettre le moral avant de s'installer. Voilà, c'est de voir vraiment tout l'envers du décor et du para-agricole, parce que finalement le para-agricole, on le sous-estime et c'est un monde assez vaste, rempli d'OPA. Et quand on met les pieds dedans, on se rend compte de ça, et ça permet également de se rendre compte des difficultés rencontrées par les agriculteurs au quotidien, du métier d'éleveur, parce que pour le coup, mes parents étaient certes éleveurs laitiers, mais étaient, je dis toujours, reconvertis, parce que suite à la crise de 2009 en élevage laitier, ils se sont mis en céréales et en production de pommes de terre et betteraves. Donc autrement dit, plus du tout dans le milieu de l'élevage. Et donc à la suite de ça, on a fait nos armes avec mon mari, et il y a, on va dire, 3 ans de ça, on s'est dit il faut qu'on franchisse le cap. On a fait le tour de nos métiers, on souhaite s'installer, on souhaite vivre ce métier-là au quotidien. Et c'est là où on s'est mis à la recherche d'une exploitation agricole. Donc exploitation agricole, vous imaginez bien, avec un cantalou. Initialement, on recherchait davantage dans le Cantal, surtout avec de l'élevage, sachant qu'on souhaitait s'installer dans le milieu de l'élevage avec un système herbagé. Donc on a cherché au sein du Cantal, on n'a pas trouvé. On a élargi notre périmètre. Quand vous dites que vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé, ou il y a eu des expériences, il y a eu des débuts d'accroche qui ont échoué? Alors on a visité énormément d'exploitations agricoles via du coup le RDI, le répertoire département installation animé par le réseau des chambres d'agriculture. Moi, je le connaissais d'autant plus de par mon métier, mais c'est vraiment un outil assez facile, hyper facile d'accès, clairement, où on a pu rencontrer un certain nombre de cédants sur le Cantal, mais les structures ne correspondaient pas en fait à nos critères de recherche, tout simplement. Ça n'allait pas avec votre projet? Ça n'allait pas avec notre projet. Généralement, en fait, les structures étaient trop petites pour faire vivre 2 personnes. Et avoir la maison d'habitation sur place. Ça, c'était vraiment un critère incontournable pour vous. Incontournable. Avoir la maison sur place, ce qui n'est pas forcément le cas quand on recherche. Et ça nous a mené à élargir le périmètre, ce qui est permis grâce à l'outil du RDI. Et on s'est retrouvé à tomber sur cette ferme-là, en Dordogne. Une conversion du Cantal à la Dordogne. On va revenir avec vous tout à l'heure. Constance, bonjour et merci de nous avoir rejoints aussi.
Alors vous êtes né au cœur de Saint-Émilion et donc vous avez décidé de rester sur place. Pas du tout. Non, moi je suis originaire du nord de la France aussi. Je suis issue d'un milieu agricole puisque toute ma famille a évolué aussi dans le milieu céréalier et puis pommes de terre, etc. À la base, moi quand j'étais adolescente, je ne me voyais pas du tout dans le milieu agricole. Jamais ça. Ah oui, j'ai dit jamais ça. Et puis au final, j'ai changé d'avis. Moi, je partais plutôt dans le secteur, dans le milieu du droit. Hein, voilà, donc le contraire de la viticulture et de l'agriculture. Et puis, il y a 13 ans, mon père a décidé d'acheter quelques parcelles de vignes dans la région de Saint-Émilion. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas, en effet, travailler dans ce secteur. Qu'est-ce qui l'avait motivé à l'époque, votre papa ? Alors, mon père a toujours été passionné par le vin. Passionné par le vin, mais aussi par les vins de la région de Saint-Émilion. Mais il n'a pas mis d'option sur ces parcelles pour vous, en pensant spécialement. Pas du tout, pas du tout. Alors là, pour le coup, il a acheté ça. C'était vraiment c'était un petit coup de folie. Voilà, il avait envie d'avoir sa petite production à côté, dire voilà, j'ai mon vin aussi là-bas que je vais pouvoir partager avec mes amis, avec la famille. Et donc voilà, c'était plutôt ça. Voilà, un coup de cœur. Voilà, un coup de cœur pour la région et un coup de cœur pour le métier. Et ça vous a allumé des clignotants. Et voilà. Alors à la base, je me dirigeais plutôt sur l'aspect commercial du vin, commercial marketing. J'ai fait des études dans ce secteur-là. J'ai fait une licence de commerce international. J'ai fait un master de management des vins et spiritueux pour pouvoir maîtriser, on va dire, tous les aspects du vin, sur la partie marketing, commerce, gestion. Et puis pour compléter ça, puisque mon but c'était vraiment de diriger à 100% l'exploitation et de moi-même travailler à 100% sur l'exploitation, j'ai fait un BTS Vitiono par correspondance en 1 an du coup, pour maîtriser tous les aspects du métier. Est-ce qui vous ouvrait droit aussi à la dotation jeune agriculteur ? Tout à fait, puisque j'ai acquis ma capacité agricole par cette formation. Et donc, ça a ouvert, en effet, la possibilité d'avoir la DJA, la dotation jeune agriculteur, que j'ai eu, on va dire, aussi grâce à mon accompagnement de la Chambre d'agriculture de Gironde, qui m'a accompagné... Encore une page de pub. Qui m'a accompagnée dans le développement de mon parcours, dans le développement de mon installation, puisqu'ensemble on a fait tout ce qui est plan économique et tout ça. Et donc voilà, c'est l'organisme qui m'a accompagnée au départ de mon installation. Voilà. Et très vite, vous saviez que vous alliez vers cette installation. Je veux dire, la bascule s'est faite dans le projet, dans votre tête. Il y a encore eu une période sur 2 pieds, on va dire. Au cours de ma formation commerciale, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages dans ce secteur-là, et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'avais pas envie de passer mes journées derrière un bureau, et que j'avais envie justement d'être à l'extérieur et de faire en une semaine des tâches qui ne se ressemblent pas. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. C'était au cours de mes études où je me suis dit voilà, moi j'ai vraiment envie de reprendre à 100% et de travailler dans la vigne. Voilà. L'avantage, on va dire, c'est que du coup j'ai repris une exploitation familiale existante. Donc je n'ai pas eu à passer par la recherche de foncier. Facilité. Et puis mon père faisait déjà partie d'un organisme donc de l'Union des producteurs de Saint-Émilion, de la cave coopérative de Saint-Émilion,
donc il en a fait partie pendant 11 ans. Et donc quand j'ai repris la propriété, j'ai décidé moi-même aussi de rejoindre cet organisme, de rejoindre ce groupe de producteurs de vignerons. Alors justement, j'allais vous me tendez la perche pour la question qui me venait en tête, c'est quand on vient du Nord, quand on est une jeune femme, comment est-ce qu'on est accueilli par ce type de territoire? Eh ben moi j'ai eu de la chance, justement grâce à l'Union des producteurs, j'ai été très bien intégrée dans le milieu. Puisque ces vignerons m'ont accueilli à bras ouverts, ils n'ont pas hésité à partager leur passion, à partager leur maîtrise du métier, leur expertise, et voilà, j'étais leur jeune nièce ou leur jeune fille, ils m'ont pris dans leurs bras et puis ils m'ont accompagné. C'était plutôt convivial et fraternel. Tout à fait. Tout à fait. Donc super. Je n'ai jamais ressenti d'exclusion ou même le fait que je sois une jeune femme. J'ai été justement très bien accueillie puisque tellement rare. Voilà. Voilà. Bon, après maintenant on a la chance d'avoir une présidente à la cave coopérative, donc les femmes arrivent à prendre leur place dans le métier. De votre côté, comment ça s'est passé, l'intégration au territoire, l'arrivée sur le foncier aussi? Est-ce qu'il y a eu besoin d'agrandir, de modifier? Comment est-ce que ça se passe en termes d'implantation vraiment au sens physique du terme? Alors, donc la particularité, que je revienne en fait sur la base de l'installation, on a repris avec mon mari une SCEA, donc une société dans le milieu agricole, qui appartenait donc à un père et sa fille. Le papa partait à la retraite, sa fille ne souhaitait pas continuer dans le milieu agricole toute seule, en fait, tout simplement. Donc elle a fait le choix d'arrêter. C'est parce qu'elle n'avait pas rencontré Maud, en fait. Constance. On va y arriver. À midi, je vous appellerai Constance. Donc en gros, donc on a repris nous une société agricole. Donc en fait, on a racheté des parts sociales. C'est vraiment la particularité de cette installation-là. On a eu l'intervention de la SAFER dans ce cadre-là, qui nous a accompagnés également, voilà, pour cette transmission-là et pour que tout puisse se faire entre guillemets dans le meilleur des mondes. Donc, en reprenant des parts sociales, en fait, on reprend tout ce qui est détenu par la société. Et là, dans ce cadre-là, on a repris du cheptel. C'est ce qu'expliquait Fabien à un moment donné là tout à l'heure dans la vidéo. On l'entendait pas bien, mais c'est ce qu'il expliquait. On a repris du cheptel, donc des animaux, des vaches allaitantes, donc les fameuses limousines, et des brebis qui étaient déjà sur place. Donc il y avait environ 200 brebis à reprendre, plus le renouvellement, bien entendu, lié à ce cheptel-là. On a repris également les bâtiments qui sont détenus par la structure. Et voilà, ça c'est cette partie-là par rapport aux parts sociales. Et le matériel, bien sûr, pardon, excusez-moi. Sans matériel, la fenaison, là, ça serait compliqué. Et ensuite, en parallèle, en fait, on a repris le foncier, mais ça, nous, à titre individuel. Il y a une partie du foncier qu'on a racheté, Fabien et moi-même, qui ne fait pas partie de la société. Voilà. En parallèle, parce que donc on n'a pas tout racheté, il y a quand même 170 hectares de SAU, parce qu'on est sur un système entièrement herbagé dans le secteur de la Double, qui est particulièrement séchant. Du coup, on va dire le chargement, donc le nombre de bêtes à l'hectare, est faible pour assurer l'autonomie fourragère de notre structure. Et donc les 2/3 de la structure sont loués. Le gros avantage de cette structure-là, c'est que les baux étaient au nom de la société. Donc, reprendre la société signifiait derrière, reprendre les baux qui existaient. Donc, pas de remise en cause des fermages. On a rencontré l'ensemble des propriétaires malgré tout. L'ensemble des propriétaires étaient contents d'avoir fait finalement des jeunes agriculteurs qui arrivent sur le secteur et qui reprennent. Eux, plutôt, leur hantise, c'était de se dire, mais s'ils arrêtent, qui est-ce qui va exploiter derrière? Sur ce secteur-là, c'est plutôt un secteur un peu en déperdition, on va dire, au niveau installation. Donc voilà, donc une reprise de société. Vous êtes glissé dans les choses, vraiment. Exactement. Il y avait des engagements financiers aussi, il y avait des prêts en cours, des choses comme ça. Bien entendu. Si on reprend l'actif, on reprend le passif. Ça fait pas peur, ça ? On reprend les emprunts de la société.
Alors c'est là où il faut avoir entièrement confiance avec les cédants, sur la transparence bien entendu, sur toute l'histoire de la société, parce que forcément on reprend tout l'historique. Donc de la confiance et après vraiment une grosse transparence sur tout ce qui est aspect comptabilité. Donc là il y a eu les centres de gestion qui sont intervenus, différents centres de gestion, le centre de gestion qui était à l'époque qui s'occupait de la structure et nous le nouveau, donc le CERF France pour le coup. Mais dans tous les cas, tous ces organismes là en fait sont intervenus et nous ont épaulés jusqu'au bout, quoi. Voilà. Alors faire peur, oui, ça fait toujours peur. Comme je vous réponds à votre question. On passe quelques nuits blanches. Ouais. Puis vous voyez, vous l'avez vous-même dit, mon mari étant anciennement chargé des agriculteurs en difficulté, comment vous dire, il vous voit forcément le noir et donc il essaye d'anticiper le pire. Tout le temps. C'est pas pour autant que voilà, il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées qui ont lieu, c'était pas catastrophique, mais malgré tout, on a essayé d'anticiper au maximum. Et donc ce que tu as pu faire là sur avec l'accompagnement qui a été mis en place et la réalisation d'un plan d'entreprise, l'équivalent d'un business plan dans les autres secteurs d'activité, mais c'est primordial, quoi. Primordial pour anticiper toutes les éventualités, même si le zéro risque n'existe pas dans ces cas-là. Vous vous êtes senti bien accompagné dans cette étape, et dans la prise de décision avant même. Dans la prise de décision, en fait, on s'est senti vraiment bien accompagné jusqu'au bout. Et c'est hyper important dans la reprise d'autant plus d'une société pour notre part. Et après, on a pour répondre à votre question initiale sur finalement on arrive du Cantal, on arrive en Dordogne, on connaît personne, parce que pour le coup, on connaissait vraiment personne à l'origine. Le cédant, donc on a de la chance d'un côté, c'est que c'est aussi le maire du village qui avait qu'une envie, c'était d'installer des jeunes agriculteurs et donc qui a tout fait pour nous intégrer, nous mettre en relation avec des personnes tout bêtement, mais du comité des fêtes, des voisins, des propriétaires fonciers. Mais ça, c'est du temps qu'il a forcément passé et qui nous a consacré. En fait, pour lui, il avait rien à gagner, pas forcément. Hein. C'était surtout pour nous, on en avait plus à gagner que lui. C'était d'avoir des bonnes relations et de pouvoir, se dire, on fait bien de venir ici et l'accueil est là. Et depuis, franchement, on ferait pas marche en arrière, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure avec Julien qui est parti. Mais pour les gens qui cèdent, c'est aussi une étape très importante. Ils ont envie que ça réussisse, forcément. Et indépendamment des impacts économiques, financiers, etc., sans doute que cette personne était très attachée à cette petite partie du territoire, de son territoire, dans sa commune. Tout à fait. Ouais. Constance. Vous témoigniez tout à l'heure du même accueil chaleureux par la collectivité territoriale. Si j'ai bien compris, d'une politique d'accompagnement aussi qui a été assez fructueuse avec la Chambre d'agriculture. En termes d'aide, en termes d'accompagnement financier d'espèces sonnantes et trébuchantes, comment est-ce que vous avez appréhendé ça? Est-ce que vous avez, avec le recul, est-ce que vous trouvez que c'est clair, que c'est facile de les repérer, ces aides? Vous aviez déjà la dotation puisque vous aviez le bon diplôme. Et après, comment est-ce qu'on va au-delà? Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans ce parcours? Alors l'avantage, on va dire, avec les organismes accompagnateurs, comme la Chambre d'agriculture ou autre, c'est que dès qu'on commence notre parcours d'installation, on nous donne la liste des aides potentielles auxquelles on pourrait prétendre. Alors, je dirais la plus évidente, la plus facile serait la DJA. Et puis après, ça peut être des aides de la région. Quand on se lance, par exemple, dans des démarches bio ou autres. Et puis après... Vous en êtes où à propos moi, je suis en 2e année de conversion bio. D'accord. Bio et biodynamie. Ça, c'était votre choix, vous, pas celui... C'était mon choix. Pas celui du papa? Non, parce que papa n'était pas à 100% sur place, donc il ne pouvait pas non plus gérer ce genre de conversion. En revanche, moi, comme je suis arrivée à 100%, j'ai décidé par conviction, parce que j'aime les produits qui correspondent à ce profil-là, de me lancer dans la biodynamie.
et donc de passer forcément par la case bio. Revenons aux aides, je vous ai coupé. Oui, du coup. Mais voilà. Et après, l'aspect financier, on va dire, c'est ce que j'ai eu au niveau des aides. Pour l'instant, voilà. Après, il y en a toujours plein d'autres. Il y a France Agrimaire aussi, lorsqu'on a besoin d'entreprendre des projets d'investissement dans du matériel ou autre. Mais je ne suis pas encore passée par cette étape-là. Bientôt. Aujourd'hui, votre exploitation, elle fait quelle surface ? 4 hectares et demi. Vous vous prévoyez de la faire évoluer ? Vous avez des perspectives autour de ça ? Et du coup, un plan de financement derrière ? Enfin, comment est-ce que... Quels sont les étages suivants sur la fusée ? Alors, j'aimerais bien en effet m'agrandir dans le secteur de montagne, parce que je suis sur Montagne Saint-Émilion et Saint-Émilion. J'aimerais m'agrandir dans le secteur de montagne. En ce moment, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de parcelles qui se libèrent dans mon coin. Donc on va dire que j'attends que cette opportunité se présente, mais après voilà, ce genre de propriété ou de parcelle ou d'agrandissement peut se faire par la SAFER, par la cave coopérative qui nous propose sans cesse des récupérations en fait de parcelles ou de propriétés. Pas encore dans mon secteur, mais ça va venir. Il y a combien de temps vous êtes installé officiellement ? Je suis installée depuis 1 an et demi. Et vous êtes déjà dans des perspectives de développement. Ça veut dire que vous êtes rassuré sur la viabilité de votre exploitation ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien, et donc oui, moi c'est parce que j'ai aussi une ambition, une volonté d'en faire plus et d'agrandir la propriété pour éventuellement atteindre entre 8 et 10 hectares. Aujourd'hui, vous livrez le raisin à la coopérative ? Il y a des projets aussi de ce côté-là ? Je livre j'apporte le raisin à la coopérative qui, par la suite, va vinifier séparément ma cuvée, puisque j'ai mon propre nom de château, qui va être travaillé à la cave coopérative, qui va être vinifié séparément, élevé, mise en bouteille, et puis commercialisé par la suite par la cave coopérative. Vous pouvez nous donner le si joli nom de votre château ? C'est le château Divine Bêtise. Donc Bêtise, évidemment, en référence à Cambrai, dans le nord, là-bas. Voilà, la ville dont je suis originaire. Delphine, un tout petit cran en arrière, les aides, les perspectives de développement, la fiabilité, le sentiment qu'on a à peu près réussi à faire. Comment ça s'est déroulé, cette partie-là ? Alors du coup, l'installation, donc nous on s'est installé depuis le 1er décembre. Donc concrètement, c'est bien plus frais. Donc depuis 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année qui précédait l'installation ? Concrètement, on a fait tout le parcours installation aidée que tu as pu présenter avec le point accueil installation, le plan professionnalisation personnalisée. Et l'ensemble du parcours pour pouvoir demander la dotation aux jeunes agriculteurs. Donc Fabien et moi-même avons bénéficié chacun d'une DGA en tant que hors cadre familial en conversion bio. Pour le coup, nous sommes donc en première année de conversion bio parce qu'on lance ça là depuis peu. En parallèle, au niveau d'autres aides qu'on a pu bénéficier et auxquelles on a sollicité, mon mari et moi-même, donc nous étions tous les deux salariés où nous avions demandé des ruptures conventionnelles avec nos employeurs respectifs, ce qui n'a pas été accepté. Par conséquent, nous avons été obligés de démissionner. On a fait par contre marcher ce qu'on appelle le dispositif. Ce qui est beaucoup moins avantageux sur le plan financier. Si on reste sur cet aspect-là, si on ne fait rien, effectivement, on n'a pas le droit au chômage, on a le droit à pas d'aide spécifique à ce niveau-là. En revanche, si on anticipe un peu la chose, il y a un dispositif qui a été mis en place depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça, sur la démission reconversion pour la création d'entreprise avec le Transition Pro.
donc qui est géré par les régions. Donc, en gros, lorsqu'on démissionne pour créer une entreprise ou en reprendre une, on peut malgré tout bénéficier, avoir ce retour en fait des droits chômage qu'on a pu cotiser pendant, là pour le coup tous les deux pendant une dizaine d'années de salariat, le retrouver sous format de capital. Donc c'est pas l'ensemble des droits chômage, c'est une partie, c'est 40%. Donc il y a 40% qui est versé en deux versements. Un premier versement en début, quand on crée l'entreprise ou quand on s'installe réellement, et un deuxième versement 6 mois après, si l'entreprise est toujours existante. Donc ça, le fait d'avoir changé de région, ça n'a pas perturbé Ça n'a pas perturbé. Malgré tout, le changement de région, je vous accorde, c'est pas facilitant parce qu'on change de sécu, on change d'interlocuteur, on change de tout. Donc plus on anticipe les choses, mieux c'est. Mais malgré tout, il y a eu des difficultés rien que par le changement de région. D'un point de vue administratif, physique, quelle que soit la personne, dès lors qu'on change de département, ça engendre des difficultés. Il n'y a pas d'aide qui vous ait échappé du fait que vous n'ayez pas cotisé dans la même région, la partie... Alors a priori non. Après on n'est pas à l'abri. Après donc ça c'est la partie on va dire démission reconversion. Donc cette aide-là qui est pas négligeable, 10 années de salariat, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas négligeable les droits chômage qu'on accumule dans ces cas-là. Donc la DJA et enfin une autre aide auquel on pensait pas du tout pouvoir bénéficier, c'est des aides du conseil départemental de la Dordogne. La Dordogne donne des aides, donc pas forcément que aux jeunes qui s'installent, à tout petit agriculteur. Donc il y a des priorités. Donc les jeunes agriculteurs sont des critères, on va dire des points prioritaires pour eux au niveau de leur enveloppe pour allouer leurs aides. Mais on a eu aussi des aides liées à ça, donc qui ont permis de les investissements sur la reprise de la structure. Il y a une partie, alors c'est petite enveloppe plus petite enveloppe, tout cumulé, c'est toujours ça. C'est un apport de trésorerie non négligeable et ce qui nous a permis après, donc avec un apport personnel plus les crédits forcément, donc un suivi bancaire derrière, qui nous a permis de reprendre la structure. Ça, c'est une politique spécifique du conseil départemental de la Dordogne en faveur des installations des jeunes. Installation agriculteur en soi générale, quoi. Ouais, tout à fait. Les perspectives de développement, vous en êtes déjà là ou c'est encore un peu tôt ? Alors alors là, si vous nous demandez à tous les deux, on voit, on a plein d'idées en tête. Mais il faut ça. Quand on s'installe, si on s'installe et qu'on n'a pas les idées en tête, vaut mieux s'arrêter là, je pense. Donc des perspectives de développement, oui. Pas sur de l'agrandissement, non. Nous, concrètement, notre structure, l'objectif, c'est l'autonomie fourragère, être le moins dépendant de tout ce qui est intrant. Voilà vraiment l'objectif d'un point de vue technique. Et après, d'un point de vue épanouissement personnel et d'un point de vue économique aussi, il faut se le dire, c'est de développer la vente directe. Donc actuellement, il y a déjà de la vente directe de fait sur les colis d'agneaux. Donc on fait abattre et découper à Chalais. Donc il y a un petit abattoir et un atelier de découpe sur place. Donc on fait abattre et découper. On vend en direct. Les cédants, quand je vous dis que il faut qu'ils soient facilitateurs, ils nous ont transmis leur fichier client entre guillemets. Donc joli cadeau. Donc joli cadeau parce que c'est pas monétisé, c'est rien, c'est que c'est que du relationnel. Donc on a pu déjà lancer la vente directe. Et donc ce que pouvait exposer Fabien dans la vidéo là tout à l'heure, l'objectif c'est de développer donc la vente directe sur les agneaux. 100% de vente directe, faut pas se leurrer, dans l'immédiat c'est pas possible. On est sur un cheptel de 350 brebis. L'objectif c'est d'atteindre entre 350 et 400 brebis. Donc tout en vente directe non, mais on viserait la moitié, ça serait top. Voilà, dans l'immédiat. Pour les non-initiés, le gros avantage de la vente directe, c'est que la marge est beaucoup plus intéressante. Mais c'est surtout qu'on on rogne pas. Après, nous, il y a deux objectifs. Il y a l'objectif, effectivement, d'un point de vue économique. On va directement au consommateur, donc forcément, on saute des étapes. Et derrière, au-delà de ça, nous, c'est l'aspect relationnel. Avec Fabien, on a été habitués à être en relation avec énormément de personnes dans nos boulots respectifs. Auparavant, on s'épanouissait grâce à ça. Donc aujourd'hui, on veut surtout pas perdre ça parce que sinon, on sait très bien que si on se cloisonne à être chez soi, à avoir le marchand de bestiaux ou la coop qui vient chercher chez soi, à un moment donné, il y aura ses limites. Donc pour garder ce relationnel, l'objectif c'est la vente directe. Donc ça, sur la partie brebis, le maintenir, et du coup développer la partie viande bovine. Et donc là, tout est à faire. Tout est à faire, sachant que donc on a un troupeau de limousines et vous avez pu voir il y a des bêtes noires, donc ça c'est nos angus qui sont arrivés.
Nous Angus, l'objectif donc c'est de faire des bœufs. Donc forcément là, ça sera pas d'ici 2 à 3 ans hein, les premières ventes. Donc là, il y a au niveau de trésorerie, il faut aussi l'assurer derrière. Hein. Donc pareil, de la découpe et de la vente directe derrière. Voilà nos perspectives de développement dans les médias. Mais pour une jeune exploitation, c'est déjà très copieux. Complètement. Alors vous évoquiez l'une et l'autre le changement climatique justement, et d'ailleurs vos démarches en direction du bio montrent qu'il y a aussi sans doute une préoccupation autour de ça. Quel rôle vous pensez avoir aujourd'hui, comment je veux dire, le changement climatique est partout, bon, surtout dans les médias et dans les propos et dans les rapports du GIEC et voilà. Est-ce que vous, dans votre engagement dans ce métier de jeune installé, est-ce que c'est un clignotant qui s'allume aussi et qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça influe sur vos comportements quotidiens? C'était à moi de donner la parole, j'ai oublié, excusez-moi. Pas de problème. Donc pour notre part, donc effectivement nous sommes en conversion en agriculture biologique, c'est une conviction au-delà des aides qu'on peut avoir par ailleurs qui facilite notamment cette transition-là, faut pas se leurrer non plus. Donc comment y participer? Nous, on s'est installé dans un secteur où on nous a fait plein de clignotants, plein d'alertes du départ. Avant même d'arriver, dès lors qu'on a trouvé la structure, on nous a dit vous arrivez dans la double, un secteur dans l'Ardodone qui est particulièrement séchant. Donc faut pas se leurrer, pendant tout l'été, vous allez donner du foin. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc ça, la ressource en eau, c'est une question véritable. Ce que vous disiez, Fabien, dans la vidéo, c'était la mise en place de pâturages tournants, notamment, pour valoriser l'herbe au meilleur stade. Valoriser l'herbe au meilleur stade, ça veut dire qu'en fait, le pâturage tournant, c'est faire des petits paddocks où tous les jours, pour nous, c'est pas possible parce qu'on a trop de l'eau à gérer, mais tous les 3-4 jours, c'est changer les brebis de place pour avoir l'herbe la meilleure qualité possible et derrière permettre aux prairies de se régénérer plus facilement. Donc ça, c'est déjà un premier point, parce que derrière, forcément, ça signifie économie de foin au niveau achat, si on n'en a pas assez sur la structure. Autre élément important pour nous, ça va être tout ce qui est aspect, les haies, les arbres, voilà. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles on tient et qu'on souhaite développer pour différentes raisons. Hein. Il y a la partie stockage de carbone, voilà, pour diminuer tous les gaz à effet de serre, etc. Mais également derrière, c'est les abris naturels pour nos bêtes, qui est non négligeable à avoir. Après, la question de la ressource en eau est là, et bien là quand même sur notre territoire. Donc là, tout reste à faire. Pour le coup, on est vraiment au tout début, mais notre volonté, ça serait de mettre en place des points d'approvisionnement, d'arriver à capter de l'eau de source. Ça serait déjà une première phase. Autre élément, on a, je ne sais pas s'il y a eu les bâtiments qui ont été mis à la vidéo, mais il y a 3-4 bâtiments où il y a moyen de récupérer l'eau, tout simplement l'eau de pluie. Donc après, il y a tout un matériel de stockage à mettre en place. Ce que je vous dis, hein, des idées, on en a. Après, ça va être étape par étape. Mais il va falloir stocker l'eau qu'on a naturellement de nos toitures. Le stockage de l'eau, ça va être vraiment un point primordial demain. Très concret. Par rapport à ça. Et après, un dernier point par rapport à l'agroécologie. Pour notre part, développer la vente directe, c'est diminuer les émissions à effet de serre, clairement, en étant plus près du consommateur, en n'allant pas... un consommateur lambda qui va acheter de la viande de brebis, d'agneau en GMS, qui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà, nous, ça nous pose question. Après, il en faut pour tous les budgets. Oui. Mais de pouvoir produire local et vendre au plus proche de nos consommateurs, c'est aussi en faveur de l'agroécologie, quoi. Merci beaucoup. Constance? Moi, je te rejoins beaucoup sur ces points. C'est de la conviction. Au départ, si on n'est pas convaincu, on va pas bien l'appliquer. Et puis après, en effet, derrière, c'est tout un travail, une mise en place à faire, puisque c'est aussi un investissement.
quand on est en conventionnel depuis plusieurs années, même historiquement parlant, ces parcelles n'ont jamais vu du bio ou de la biodynamie. Donc c'est une transition qu'il faut faire doucement, parce que la vigne, il faut aussi qu'elle comprenne un petit peu ce qui lui arrive. Moi, c'est une transition, donc oui, je suis en 2e année de conversion. C'est une transition que je fais progressivement, en allant aussi vers la biodynamie. Donc un travail un petit peu plus poussé de la terre, du végétal. Donc oui, il y a quand même certains principes à mettre en place pour se diriger dans cette optique-là. Donc s'il n'y a pas la conviction, il n'y a pas le travail derrière, il n'y a pas l'engagement. Et puis veiller, donc on dit beaucoup, les bio, ils vont passer plus souvent le tracteur ou des choses comme ça. Il y a un équilibre aussi à trouver là-dessus. Pour être en accord, pour éviter de rejeter un maximum de gaz à effet de serre, de toutes ces choses-là. Donc faut trouver dans cette démarche environnementale, trouver un équilibre avec nos pratiques à la vigne et puis nos convictions, quoi, tout simplement. Je sais pas si ça répond un peu à votre question. Complètement. Merci beaucoup. On va bientôt arriver au terme de cette discussion. Je vous invite à préparer vos questions pour nos 2 témoins. Il y avait un dernier point sur lequel je voulais vous interroger, c'était vie d'agriculteur ou d'agricultrice en l'occurrence, mais aussi de Julien, on l'oublie pas, il est retenu par les fenaisons, c'est ça? Fabien, décidément. Si je vous prête un autre mari, on va avoir des soucis. Vie professionnelle d'agriculteur ou d'agricultrice et vie personnelle. Depuis quelques années, quelques mois, on voit beaucoup d'études sur la façon dont les jeunes générations abordent la vie professionnelle, qu'il y a une attente il n'y a pas de problème pour s'engager dans une vie professionnelle, mais il y a une attente aussi sur le développement d'une vie personnelle, d'activités, de loisirs, etc., etc. Dans vos métiers, la donne est un peu différente quand même. C'est un engagement H24, 365 jours par an. Comment est-ce que vous avez mis un mouchoir sur ces attentes de vie, de loisirs, de vie personnelle, de vacances, etc. Comment est-ce que vous gérez ça et aussi au quotidien? Alors, faut pas se leurrer, l'agriculture c'est pas facile, mais après, oui c'est sûr, on n'a plus de week-end, on ne calcule pas ses heures et tout ça. Mais moi personnellement, je le vis très bien. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on peut très bien s'en sortir dans ce métier. Je pense que c'est un quotidien qu'il faut retravailler ou apprendre ou un quotidien à façonner en fait, puisque oui parfois je vais me lever à 5h du matin pour aller faire certaines tâches à la vigne, ou alors pareil dans la biodynamie on va faire certaines tâches plutôt le soir ou la nuit, ou alors quand on a le gel on va être debout toute la nuit pour essayer de gérer cet impact. On va forcément travailler le week-end et tout ça. On va vivre en fonction de notre exploitation. Donc, faut l'accepter, faut en être conscient. Et puis après, une fois qu'on a accepté cela, qu'on est conscient et qu'on a pris certaines habitudes, on va réussir, enfin en tout cas moi personnellement, on va réussir à trouver en fait ces moments qui vont nous sortir, on va dire, de notre quotidien professionnel. Donc on va réussir à s'arranger, à trouver des week-ends pour juste respirer un petit peu, ou des vacances. Alors nous, la vigne par exemple, on sait que nos vacances, on pourra les prendre en août. Voilà. Mais pas en septembre. Non. En août et puis en hiver, un petit peu. Mais non, voilà, je pense que
Faut pas avoir peur de ça. Faut prendre conscience de l'implication qu'il va y avoir, hein, forcément. Et puis après, faut juste s'adapter et puis se créer son propre quotidien et ne pas oublier que bien sûr, il y a la vie personnelle à côté et qu'il faut pas se noyer aussi dans cet aspect professionnel. Quand vous dites créer son quotidien, ça veut dire qu'il y a des moments où presque vous êtes en mesure de dire là, cette journée-là, il faut que je me réserve 2 heures pour moi. Enfin, il y a des mécaniques à mettre en place vraiment. Oui, voilà, tout à fait. On va se dire cette tâche-là, je vais pouvoir la repousser à demain, ou alors je vais peut-être prendre un petit peu d'avance, comme ça, aujourd'hui, je vais pouvoir m'accorder 2-3 heures de mon temps, ou alors arrêter plus tôt, enfin voilà. C'est quand même une discipline, j'emploie le mot, qu'il faut avoir en tête, quoi. Il ne faut pas se laisser envahir. Oui, surtout. Comment dire ? Faut être régulier dans son planning, dans ses tâches, et puis ne pas être trop désorganisé, parce qu'après on se fait vite rattraper, en fait. Voilà, si on veut s'accorder des moments personnels, c'est l'organisation qui est la clé. Enfin, je sais pas pour toi. Mais... Alors Delphine, quand on est en couple sur l'exploitation, de toute façon, c'est encore pire que H24. Ah là, ouais. Alors du coup, pour notre part, on est un GAEC entre époux. Donc c'est H24 pour le coup, tout le temps ensemble. Il y a carrément l'organisation à mettre en place et trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Après, nous on a deux jeunes enfants, 1 an et demi, 3 ans et demi. Ça vous rappelle vite fait à l'ordre. Clairement, il n'y a même pas besoin d'autres signaux. Avec deux jeunes enfants, on est au rythme, aussi leur rythme, tout simplement, nos rythmes de l'école. Les week-ends ils sont là, oui ils sont là. Du coup, il faut s'en occuper. Et on peut pas les mettre à la bergerie dans un petit paddock. Voilà, ça fait le tour pendant 2 secondes et puis après ça en a marre. Voilà, ils en ont marre. Donc il faut savoir s'organiser. Je trouve que c'est vraiment le maître mot du métier d'agriculteur pour arriver à se dégager du temps libre pour soi, pour ses enfants, pour nous, notre épanouissement aussi personnel, maintenir des relations humaines à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment un gros point clé pour notre part et pour le coup depuis le début d'année. Je dis depuis le début d'année parce que 1er décembre pour moi c'est comme si c'était le début d'année. On arrivait à trouver cet équilibre-là. Après, on a la particularité, nous, c'est que la société qu'on a repris était déjà membre d'un groupement d'employeurs. Un groupement d'employeurs, donc il y a 15 exploitations exactement qui sont membres de ce groupement d'employeurs-là. Et donc, on partage un salarié. Donc forcément, derrière les frais, le coût que l'on a pour notre structure, c'est pas un temps plein, loin de là, c'est quelques jours par an. Mais c'est quelques jours par an qui nous permet, nous, derrière, on sait que quand Florent il sera là sur la structure. Et nous, on va pouvoir partir une journée là, à la mer, une journée visiter Bordeaux. On n'a jamais visité Bordeaux. Des trucs tout bêtes, mais pouvoir arriver à se dégager du temps pour nous. Donc ça, on a un groupement d'employeurs et qui nous le permet. Voilà. Et bien entendu, on a des aides bénévoles qui, de temps en temps, viennent nous aider. Et notamment le cédant qui nous a toujours dit, là, les premières années, le temps que vous mettiez en place, surtout n'hésitez pas à m'appeler et très volontiers je viendrai vous aider pour que vous puissiez souffler un petit peu. Mais c'est sympa ça. Merci beaucoup. La parole est à vous, mesdames, messieurs. Je suis sûr que vous avez des questions complémentaires sur ces parcours, sur ce rayonnement aussi, parce que je crois qu'on a 2 témoins qui donnent envie. Hein. Le plus dur, c'est la première question. Vous avez une voix forte ou vous voulez un micro ? Vous vous présentez ? Donc Sébastien Régnier, président des CUMA de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez parlé beaucoup d'épanouissement personnel, et alors au-delà de votre activité, mais également par rapport au relationnel. Alors vous avez un peu répondu à ma question, mais je veux creuser un peu plus. Comment vous êtes par rapport au voisinage agricole ? Comment vous êtes intégré ? Alors effectivement, il y a le groupement d'employeurs, mais est-ce que vous avez été au-delà ? Parce que souvent, quand on est bien reçu aussi par nos collègues agriculteurs, c'est d'autant plus facile, et puis à la fois pour les coups de main, mais aussi pour les conseils et puis les discussions.
Donc ça, les groupements d'employeurs, est-ce que par rapport à, je sais que votre ancienne, les anciens exploitants étaient cumistes aussi, donc ils étaient engagés. Donc voilà, est-ce que ça, vous l'avez repris? Ça, c'était ma première question. La deuxième, vu que vous venez on va dire, du monde, entre guillemets, des OPA, est-ce que vous allez vous impliquer professionnellement dans une instance ou dans une autre? Pour donner vos idées et faire partager aussi. Je comprends. Du coup, oui, on a repris une société et donc on a repris les parts sociales des CUMA auxquelles on a adhéré jusqu'à présent. C'était aussi une volonté, donc il y avait, voilà, la question c'était est-ce qu'on les reprenait ou est-ce qu'on les reprenait pas. On avait le choix, hein, il n'y avait pas d'obligation à reprendre ces parts sociales-là. Le choix était de les conserver. Au contraire, justement pour rencontrer nos voisins agriculteurs, parce que c'est pas simple d'aller chez eux, se présenter sans avoir un biais, on va dire, pour les rencontrer. D'autant plus qu'on connaît personne sur le secteur géographique dans lequel on est, quoi. Donc aujourd'hui, en fait, on est membre de 3 CUMA, toujours. Dont 2 CUMA où on est vraiment acteurs. Il y a une CUMA qui en fait était plutôt une CUMA familiale, hein, avec 4 exploitations, on va dire, adhérentes à cette CUMA-là, sur tout ce qui est aspect matériel de sol, et également tout ce qui est épandeur à fumier, des petits matériels de droite et de gauche. Et donc ça, on a demandé même à la CUMA, vu que c'était quand même une CUMA familiale à l'origine, hein, donc il y a le frère du cédant, il y a le neveu du cédant, voilà, vous voyez, bien familial. Est-ce que vous acceptez? Parce qu'en soi, nous, si les personnes n'étaient pas pour, on souhaitait pas frustrer ni quoi que ce soit, on voulait pas. Donc là, pour le coup, au contraire, ça nous intéresse, et même après, s'il y a d'autres membres qui souhaitent s'ajouter, pourquoi pas. Donc ça, c'était un premier pas. Il y a eu une première réunion qui a été faite avec eux en début d'année. C'est eux qui l'ont provoqué pour le coup, parce qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Et alors nous, on a été ravis, parce que c'était vraiment une réunion informelle. On s'est retrouvés chez eux et on a échangé ensemble sur comment ils fonctionnaient. Déjà, se présenter mutuellement, savoir qui ils étaient, où ils se trouvaient, quel matériel ils partageaient, quelle volonté ils avaient par rapport au futur de la CUMA. Donc ça, c'était la première. La seconde CUMA, auquel aussi on est fort acteur, il y a un véhicule frigorifique. Je vous ai dit, on fait de la vente directe. Oui, faire de la vente directe avec de la viande, pas le choix qu'à d'avoir un véhicule frigo, hein. Donc la localisation géographique où on se trouve, louer un véhicule frigo disponible, c'est compliqué. Voir le coût, hein, en soi aussi. Mais au-delà de ça, donc on est membre de cette CUMA, la CUMA des Tourteaux, où on a un véhicule frigo auquel on partage, et ça nous a permis aussi de rencontrer d'autres agriculteurs, plus ou moins locaux, hein, dans un rayon d'une 30aine de kilomètres là pour le coup, et pour le coup majoritairement des éleveurs ovins. Des éleveurs ovins en brebis, on n'est pas nombreux, hein, non plus en Dordogne. Donc ça a été un bon moyen d'échanger et de se créer un réseau vraiment, un réseau professionnel. Simplement. À la suite de ça, tout bêtement, hein, un groupe WhatsApp, et là on s'échange des messages. Il y a une question X ou Y, hop, on la pose, et puis la personne lambda répond. Et puis voilà, le réseau s'est fait comme ça. Quand je vous dis que l'accueil pour nous c'est impressionnant, on s'attendait pas à avoir un accueil de ce type-là. Voilà, par rapport au CUMA. La troisième CUMA, on n'a pas encore eu le temps, c'est une CUMA beaucoup plus conséquente, où là c'est une épareuse, une grosse épareuse avec un tracteur auquel on partage le matériel. Là, je ne pourrais même plus vous dire le nombre d'adhérents qui est dans cette CUMA-là, elle est vraiment très importante. Et donc là, la réunion est prévue plutôt en fin d'année, puisqu'elle était tout juste passée quand on est arrivé. Donc c'était un peu dommage. Voilà pour la troisième CUMA. Et enfin, la dernière question, l'implication professionnelle. Oui, on souhaite s'impliquer professionnellement. Là, les premiers mois, on s'était laissé une marge de manœuvre en se disant, parce que l'implication professionnelle signifie quand même arriver à se libérer du temps. Mais comme on l'a dit, quand on veut, on peut toujours. Faut trouver des solutions en face. Mais oui, c'est une volonté à la fois pour moi et à la fois pour mon mari, pour le coup, pour les deux côtés. Voilà. Une réflexion, Constance, sur les CUMA? Pas du tout. Non, le système des CUMA, je m'y suis intéressée. Ça va arriver. Ça va arriver, c'est en projet. Rien que lorsqu'on souhaite trouver du matériel, enfin, lorsqu'on a besoin de matériel et qu'on n'a pas forcément encore les moyens d'en acheter. Et puis c'est un matériel qui n'est pas utilisable forcément tout le temps. Donc, voilà, aussi.
Alors pour l'instant, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir énormément de vignerons dans mon secteur qui me prêtaient sans souci leur matériel. Mais à un moment donné, quand ça peut pas être éternel. Du matériel un peu plus spécifique, en effet, les CUMA sont très bien, quoi. Donc ça va venir. Et puis les implications, même moi n'étant pas dans ce secteur-là, ça ne m'empêche pas de m'impliquer aussi beaucoup dans des organismes, autour de collectifs. Voilà, des organismes collectifs, tout à fait. Merci. Une autre question? Oui, bien sûr. Merci. Blandine Benedetti, donc je suis présidente de l'Union de producteurs Saint-Émilion qui a accueilli Constance dans notre structure de vignerons coopérateurs. On a pris ce sujet d'installation et de transmission évidemment très, très au sérieux, donc on y travaille au quotidien. Je voulais juste compléter par rapport aux aides également, on apporte des stockages et des portages en tant que la coopération se porte caution pour ces installations avec la SAFER. Et je voulais apporter d'autres types d'aides également. On sait qu'on est tous envahis par la paperasse et les heures de bureau. Faut savoir qu'on apporte aussi ce soutien sur les coopératives, où en fait la coopérative nous gère toute la partie administrative de cotisation obligatoire, de déclaration environnementale, de traçabilité, de déclaration de récolte. Donc ça, ce sont des soutiens qu'on apporte aussi, alors pas que aux jeunes, à tous bien sûr, qui libèrent du temps et des tracas. Voilà. Donc c'est une mutualisation de ce type de service. On a également les formations en interne qui leur permettent sur place d'avoir de la formation. Toutes les certifications environnementales, bien sûr, ils sont accompagnés. Les conseillers techniques qui font partie des coopératives et qui permettent d'avoir 24/24 un conseiller. Bien sûr, on voit bien que ce qui ressort, c'est l'isolement. Ça permet également de mettre en communication immédiate avec ses plus proches voisins, des gens d'expérience, des plus aînés, bien sûr, sur ces jeunes. C'est comme un tuteur, en fait, ce genre de choses. Et je parlais également de la problématique du foncier, qui, nous, dans le secteur viticole, effectivement, est un poids qui paraît même inaccessible. Donc, ça veut venir aussi assurer des garanties de revenus sur les premières années, des avances de trésorerie, Constance n'en a pas parlé, mais qui sont vraiment pas négligeables, de manière justement à pouvoir atteindre tout de suite un seuil de rentabilité. Et ce qu'on a proposé particulièrement Saint-Émilion, c'est d'aider les jeunes à la valorisation de leurs propres produits. C'est-à-dire que certes, ils amènent de la vendange, mais on est en vinification séparée. Donc Constance participe à l'élaboration de son packaging, de son étiquette, de son nom de château, et on l'incite à commercialiser derrière. C'est-à-dire que la cave coopérative, ce qu'elle ne va pas commercialiser, va prendre le relais. Mais par contre, on va effectivement l'accompagner. Si elle vend qu'une bouteille, puis 2, puis 3, puis 4, ça lui permet de faire son propre revenu en complément de la viticulture. Voilà, donc on est aussi sur le produit fini, et effectivement le bonheur, le plaisir de pouvoir commercialiser ses propres produits en circuit court et en direct. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément dans le catalogue des aides qui ne sont pas que financières, qui sont sur un tas d'autres champs. J'avais envie de donner la parole. Oui. Oui, Rémi Quignard, réseau des établissements d'enseignement agricole public de Nouvelle-Aquitaine. Et j'avais une question, Constance, sur la partie formation. Vous avez dit, vous avez fait votre BTS INI Viti-Eno par correspondance. Et ma question, c'est pourquoi ce choix de la correspondance alors qu'à Montagne, il y a un établissement qui est vraiment voisin. Donc voilà, c'était ça ma question. Je sortais de 7 ans de formation. Et j'avais déjà eu certaines expériences professionnelles et je ne me voyais pas retourner dans le système sur les bancs de l'école. Voilà, sur les bancs de l'école pendant 2 ans du coup pour le BTS, même si on a un très bon BTS Viti-Eno en effet à Montagne, enfin, au lycée de Montagne. Et que moi voilà, c'était le temps qui comptait, et le fait de le faire par correspondance, je continue à travailler à côté. Voilà. Alors c'est sûr que c'est pas facile, hein, parce qu'un BTS qui habituellement se fait en 2 ans, de le condenser en 1 an en plus en travaillant à côté,
faut avoir une certaine volonté, mais voilà, moi c'était le choix de la correspondance, c'était parce que j'avais besoin de m'installer rapidement et puis de continuer à travailler à côté. Voilà. Vous venez de faire allusion aux 7 ans de formation que vous aviez fait précédemment. C'était plutôt dans le domaine du droit, du juridique, si on a bien compris. Commercial. Commercial aussi. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces 7 ans consacrés à des études qui peut-être ne vous servent pas ? Tout me sert. Non. Franchement, pour le coup, j'ai fait ces études diverses pour que ça me serve par la suite. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, être producteur agricole, maintenant, c'est être gestionnaire, comptable, producteur, commercial. Ouais. C'est tout. Marketing. Voilà, marketing, c'est tous ces aspects-là qu'il faut maîtriser et qui sont pas faciles à certains moments. Donc non, là pour le coup, j'ai vraiment apprécié de passer du temps sur cette formation-là pour vraiment maîtriser tous ces aspects-là. Merci. Il a été plusieurs fois fait allusion à la SAFER dans la matinée. Alors j'avais envie de donner la parole aux représentants pour qu'ils témoignent aussi de cet accompagnement des candidats à l'installation. Bonjour, Hervé Olivier, donc directeur adjoint de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est intéressant ce matin parce qu'on a 2 exemples très différents sur les problématiques foncières. Autant vous dire que trouver du foncier à Saint-Émilion ou à Montagne, c'est compliqué. Et donc j'ai bien entendu tes projets d'agrandissement. Donc je t'invite à prendre contact avec le conseiller foncier de la SAFER du coin si tu le connais pas. On a une convention avec la coopérative de Saint-Émilion sur les problématiques foncières. Bon, c'est compliqué et je pense que tu sais que c'est compliqué, que ça sera compliqué, mais bon, des opportunités, il y en a toujours. L'installation, c'était déjà compliqué, elle est arrivée au bout. Donc, voilà. Alors, tu as eu la chance d'avoir une propriété familiale, tant mieux, et profites-en. Après, à contrario, la région où tu t'es installé, toi, c'est une région où c'est plutôt une région où on a du mal à retrouver des repreneurs. Alors, d'abord parce que c'est une région d'élevage et que dans l'élevage c'est compliqué en ce moment, que souvent, et tu l'as très bien expliqué, les exploitations qui sont disponibles correspondent pas au projet des repreneurs qui ont une vision très précise de ce qu'ils veulent faire et les exploitations qui sont disponibles sur le marché ne sont pas forcément adaptables, pas au bon prix et tout ça. Bon, alors sur la question du prix justement, parce que souvent c'est une difficulté pour s'installer, d'acheter du foncier. Avec la SAFER, on essaye de trouver des solutions. Alors soit avec ce qu'on appelle le portage à la SAFER, qui est en fait une location-vente et qui permet à un jeune qui veut s'installer d'être le locataire entre guillemets de la SAFER pendant 5 ans minimum. Pour pouvoir racheter au bout des 5 ans, quand il a fini de financer le capital d'exploitation, le cheptel, le stock, le matériel, son fonds de roulement et tout ça. Et puis on travaille avec d'autres partenaires, Terre de Liens, Ferme en Vie, il y en a d'autres. Au niveau national, on est aussi en train de mettre en place un fonds d'investissement pour acheter du foncier, pour permettre d'installer des jeunes. Et donc tous ces organismes, toutes ces nouvelles sociétés qui financent du foncier pour des jeunes agriculteurs ont des avantages et des inconvénients en fonction de leur logique propre. Et donc l'intérêt, c'est de connaître toutes ces structures et de choisir celle qui correspond au mieux à son projet. Toutes les mesures que met en place la SAFER pour accompagner l'installation sont aidées par la région, par les départements, et ça permet d'avoir un coût quasiment nul pour les jeunes agriculteurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question rentrée qu'il faut faire sortir ? J'espère qu'on aura contribué à expliquer et à faire de la pédagogie autour de cette démarche d'installation et de transmission. La journée n'est pas finie. Vous avez autour de cette salle les noms des gens qui ont participé, des institutions, des organismes qui ont participé et qui ont conçu cette journée pour favoriser l'installation. Ils seront à votre disposition cet après-midi. Il y a à l'entrée de la salle là-bas la liste, les affiches, les modalités pour que vous puissiez poursuivre cette démarche de prise de renseignements et peut-être le démarrage d'un projet. Donc ça a été en tout cas un plaisir de vous recevoir, mesdames, et de vous entendre. Et merci pour votre franchise et votre
votre communication. Je voulais juste préciser que donc la liste des partenaires, vous n'y couperez pas. Il y a le Salon de l'Agriculture, bien sûr, qui accueille cette journée, la Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, le Crédit Agricole, Jeunes Agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, la Coopération Agricole, les CUMA, la SAFER, la Région, la DRAF et le réseau REANA. Et Acquis.fr qui était là pour essayer de mettre un peu de médiation journalistique dans tout ça. Je vous souhaite une très bonne poursuite de votre journée et je vous remercie de votre attention.